Bien, Toi, bonjour, Alexandre. bonjour à tous. Non, sur le cas, moi j'aurais fait à peu près pareil, hein. J'aurais peut-être pas mis les bêta-bloquants en première intention, mais peut-être juste à la demande en cas d'arythmie gênante et prolongée. Après, il y a la question des anticoagulants. Là, c'est des accès qui sont hyper courts, c'est toujours un peu problématique. Je pense que j'aurais vraiment, j'aurais répété les holters pour essayer de dépister des arythmies plus prolongées. Et puis j'aurais dit, s'il est connecté, effectivement, de porter sa montre. Et si de temps en temps ça s'emballe, je serais parti sur les anticoagulants, là, évidemment. Je l'aurais pas ablaté. Non. Non. Merci pour l'invitation. Donc moi, je viens de Toulouse, un peu loin de la mer. Et j'en profite pour faire la pub pour les Pyrénées ariégeoises. Voilà, j'y étais il y a quelques jours. C'est les GR10 qui traversent d'Atlantique à la Méditerranée. C'est très bien, très joli. Puis si vous avez peur pour votre impact carbone, c'est accessible en train. Le TER vous amène en bas du Gers. Alors, ça m'amène au cas d'aujourd'hui. Donc c'est un patient, c'est un trailer qui a adressé à l'hôpital pour une problématique là, dont on va parler. Il n'a aucun antécédent, ni personnel, ni familial, pas de facteur de risque. Et c'est un homme qui a la particularité d'avoir pratiqué le haut niveau. Il a fait 15 ans de basket en national. Et puis il a arrêté, il a son boulot de gamin. Le sport nature, c'est parfois un peu plus pratique. Et donc il s'est mis au trail, qui fait à bon niveau. Hein. Il fait des ultras, il fait du 100 km avec pas mal de dénivelé. Il ne fait pas des podiums, hein, mais voilà, il avance bien. Avec des entraînements structurés en club, il prend pas de produits dopants, pas de compléments alimentaires, rien de rien. Et en fait, donc il consulte, je crois que c'est début 2019 en cardio, euh, parce qu'il se sent moins bien. Il se sent fatigué. Et puis, concernant sa pratique sportive, il voit une baisse progressive de ses performances. D'abord sur les séances sur stade, hein, ou en côte, hein, sur du fractionné. Et puis sur le sport de façon générale. Et puis de façon globale, dans la vie de tous les jours, il rapporte qu'il est complètement à la ramasse. Alors ça c'est le premier électro qui est fait par son cardiologue, qui est normal. Et puis il lui propose de faire un test à l'effort pour voir un peu ce qui se passe et un holter ECG. Bon, il se trouve qu'il a d'abord le holter ECG. Et donc sur son holter, il y a ces salves supraventriculaires, atriales. Voilà. Et donc son cardio dit pop pop pop, c'est de l'AFA qui vous embête. On va vous envoyer voir un rythmologue, il va vous ablater tranquille et puis vous allez repartir galoper dans les Pyrénées. Bon, ça a été un peu plus compliqué l'histoire. Donc moi je le vois en consultation et puis le cardio me demande de faire la VO2 sur Toulouse. Enfin c'est pas moi qui l'a fait mais c'est mes collègues. Et voilà, et en fait c'est son tracé à l'arrivée. Alors je ne sais pas si vous pouvez, on peut s'arrêter un petit peu. On voit les extrasystoles qu'on avait sur le holter. Et puis je vous invite à regarder l'espace PR qui est variable en fait. Voilà, il y a des PR qui sont longs, des PR qui sont courts, des PR. Je ne sais pas s'il y a la souris. Non, il n'y a pas la souris. Mais il y a un PR, le cinquième complexe. Il n'y a pas d'onde P devant, donc c'est comme un échappement jonctionnel sur un arrêt sinusal. Bon, un peu pas très structuré. Il commence à pédaler. Donc ça se resynchronise au niveau atrioventriculaire, mais avec un PR qui est très long. Voilà, pas classique quand même à l'effort à 40 ans d'allonger son PR à 110 watts. Et puis à 210 watts, il passe en 2 pour 1. Voilà. Donc en BAV 2 pour 1, évidemment, il ne va pas plus loin. On l'arrête, on lui dit qu'il va falloir revenir sérieusement pour faire un bilan complet. Et voilà. Et ça, donc quand il revient quelques jours plus tard là, en hospitalisation, en fait, on le refait pédaler et il passe en BAV complet, pas permanent. Là, il raccroche. Ah si, on voit j'avais pas vu. Donc là, il raccroche, là, c'est conduit, mais le reste, il est en BAV complet. Bon, voilà. Donc on est face à un jeune sportif, enfin jeune, je dis jeune parce que j'ai pas loin d'avoir le même âge, mais donc un sportif qui a des troubles conductifs de haut degré, symptomatiques et sans histoire évidente. Voilà, donc les hypothèses diagnostiques, mais il y en a plusieurs et il va falloir s'attacher
aller rechercher pour trouver une solution. Donc voilà, je vous ai mis là, c'est un papier un peu ancien, donc, qui parle de tout ce qu'on peut avoir en termes d'étiologie de troubles de la conduction, donc de la coronaropathie, les pathologies dégénératives chez le sujet jeune, bon, et puis surtout les cardiopathies dilatées. Je vous ai rajouté la génétique maintenant avec les laminopathies, les causes infectieuses, on va en parler, les pathologies auto-immunes, et puis les pathologies infiltratives, l'amylose, il est jeune, encore que, et puis la sarcoïdose, et puis des pathologies un peu plus rares, et les pathologies évidemment iatrogènes. Alors à l'interrogatoire, évidemment, il habite la région de Tarbes, il va gambader dans les Pyrénées, mais également dans le Piémont, où il y a beaucoup d'animaux, et donc il se fait régulièrement piquer par des tiques. Voilà, l'examen clinique, il n'y a rien. Au niveau biologique, il n'y a rien non plus. Et à l'échographie, en fait, on tombe sur une fraction d'éjection qui est altérée avec une prédominance inférolatérale, une altération globale du strain, coroscanner normal. Et à l'IRM, donc c'est le compte rendu. On l'a contrôlé plus tard, là on pourra éventuellement en reparler. Donc il n'y a pas d'anomalie septale par rapport à la laminopathie. Puis il y a un aspect de séquelle de nécrose non transmirale inféro-latéromédiane, une fraction d'éjection estimée à 40%. L'exploration électrophysiologique, c'est supraessien, donc nodal. Et pour expliquer l'électrocardiogramme, en fait, on prouve qu'il y a un échappement jonctionnel qui couvre le rythme sinusal qui est encore plus lent. C'est pour ça que parfois il y avait un complexe jonctionnel sans onde P devant. Test à l'âge maligne négatif. Voilà. Alors, évidemment, dans ce contexte, on s'est dit, bingo, on ne va pas avoir à lui mettre une pile, c'est quand même plus cool pour aller faire du sport. Et puis, c'est probablement un Lyme. Alors, pourquoi on dit que c'est un Lyme? Parce qu'il coche quelques critères. Je vous invite, c'était un papier dont on s'est appuyé à l'époque, donc c'est une revue du JACC en 2018. Donc il a les troubles conductifs de haut degré, la fatigue. Et puis alors vous allez me dire, oui, mais l'échographie, l'IRM, la fraction d'éjection altérée, les troubles segmentaires, en fait c'est décrit. Vous avez des Lyme cardiaques qui peuvent se manifester par, outre les troubles conductifs, par des troubles qui vont pouvoir toucher les autres structures cardiaques, et notamment le myocarde. Ça peut être responsable de dégradation de la fraction d'éjection, et puis c'est particulièrement localisé en inférolatéral, ce qui cadre bien avec l'histoire de notre garçon. Et dans ce papier-là, donc, il donne un arbre diagnostique avec ce score qui est intéressant, qui permet donc d'avoir une suspicion, de voir le degré de suspicion de Lyme. Donc si vous avez des symptômes type d'asthénie, fièvre et tout ça, donc vous avez 2. Si vous faites des activités extérieures dans une zone endémique, voilà, c'est 1 point. Si vous êtes de sexe masculin, pareil. Si vous avez été mordu par des tiques, c'est 3 points. Moins de 50 ans, 1 point. Et puis si vous avez l'érythème, 4 points. Donc lui, il avait tous les critères sauf l'érythème. Bon, ça c'est qui peut être fugace. Et donc, conformément à ce que ce papier raconte, on l'a mis sous rocéphine injectable. Donc, injectable parce qu'on a considéré que c'était une forme grave. Voilà. Et alors, ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'il a raccroché, il a recommencé à faire du sport, il était hyper content. Son cardio le revoit assez vite, lui refait un holter, il n'y a pas de trouble conductif, le test à l'effort, pareil, il est bon. Et là, on se dit bingo et patatras. Il refait, il se redégrade au niveau de la fatigue. Et puis les troubles conductifs réapparaissent. Les sérologies, elles reviennent négatives. Donc on avait fait une sérologie CHU, on en a envoyé une deuxième. Là, c'est nos infectiologues qui suivaient le dossier en parallèle. On l'a envoyé à Strasbourg, dans le centre de référence. Et on a demandé, les infectieux nous ont dit de passer sous cycline. Bon, ça n'a eu aucun effet. Et donc, rapidement, on lui a dit, vas-y, reviens, on va refaire un bilan. Là, on a dû se planter. Et en fait, donc, on est allé chercher les autres causes, et notamment la sarcoïdose. Donc, il avait un TEP scan qui était en faveur. Alors, les pneumologues, comme il était pas de la région, là, il allait faire une fibro dans sa région d'origine, là, ils n'ont pas réussi à lui faire la fibro, bon bref, peu importe. Et en discutant là pour le coup avec les internistes, on a retenu le diagnostic de sarcoïdose sur le faisceau d'arguments.
Et il a été traité par association de corticothérapie et méthotrexate. Donc ils ont mis corticoïdes 1 an et méthotrexate 2 ans. On va parler du problème de la pile dans la sarcoïdose, qu'il a refusé. Et puis on l'a contre-indiqué au sport intense en le limitant au premier seuil. Au bout de 3 mois, donc, il avait récupéré une synchronisation AV. La pile, en fait, donc autant pour le Lyme, évidemment, on peut en guérir sous antibiotiques, autant sur la sarcoïdose, c'est plus compliqué. Alors, la sarcoïdose lambda, non cardiaque, c'est une pathologie qui peut être bénigne. La sarcoïdose cardiaque, ça allait beaucoup moins. Et je vous ai mis les papiers, bon ça c'est 2021, c'est après qu'il a été pris en charge chez nous, mais en fait, quand vous avez une sarcoïdose avec des troubles conductifs, la question de la pile, du pacemaker, il doit se poser, et même la question du défibrillateur. Et vous voyez, ça c'est les recos. Donc ils disent que ça doit être considéré d'implanter un stimulateur cardiaque quand vous avez un bloc auriculo-ventriculaire de haut degré qui soit permanent ou pas permanent. Et que si en plus vous avez une altération de la fraction d'éjection, vous devez considérer l'implantation d'un défibrillateur multisite. Okay, et alors, vous pourrez aller revoir les recos là, mais il renvoie notamment à un papier, c'est 2018, qui montrait qu'effectivement ces patients, y compris ceux qui avaient des BAV isolés, sans altération de la fraction d'éjection et transitoires, mais il y avait une mortalité et la survenue de troubles ventriculaires qui étaient loin d'être nuls. Donc c'est vraiment des petites séries, mais il y a quand même c'est loin d'être totalement anodin. Donc bon, lui, il a refusé la pile, il a dit non, moi c'est hors de question. On l'a revu 6 mois après l'arrêt des traitements, donc c'était l'année dernière. Donc il y avait une disparition des atteintes ganglionnaires. Au niveau pulmonaire, ça a évolué toujours. Certaines zones avaient disparu, d'autres avaient été apparues. Au niveau myocardique, ils n'ont pas pu faire l'évaluation. Ils ne nous ont pas demandé de le recontrôler. Les EFR étaient normales. L'IRM s'est normalisé en termes de fraction d'éjection. Par contre, séquelles de myocardite très limitées qu'en fait les radiologues, en revoyant l'IRM de 2019, retrouvaient. On a rediscuté avec lui donc, devant cette sarcoïdose qui paraît quand même pas complètement contrôlée, de l'implantation du stimulateur. Donc il a dit non, on a convenu, mais un peu hors guideline, de faire une exploration électrophysiologique où il n'y avait ni trouble conductif ni trouble ventriculaire, puisqu'ils peuvent décéder par BAV complet, ils peuvent également décéder par trouble du rythme ventriculaire. Et il a refusé le pacemaker, on a essayé de négocier la mise en place d'un holter implantable pour le suivre, et il n'a pas voulu non plus. Voilà. Alors, quand j'ai voulu vous présenter le dossier, là, je me suis dit, je vais quand même lui passer un coup de fil, voir ce qu'il en est, s'il a vu son cardio. Il dit, ah ouais, docteur Duparc, très bien. Non, en fait, non, j'ai arrêté tout suivi, mais vous faites bien de m'appeler parce que, il faut que je le fasse. Donc, voilà, il va aller revoir son cardiologue pour discuter un peu. Je lui ai demandé comment ça se passait au niveau sport. Donc il a arrêté le trail en compétition. Il m'a dit qu'après les 2 ans d'arrêt de sport, il ne se sentait pas de se remettre sur de l'ultra, ça allait prendre trop de temps. Donc il s'est mis au CrossFit qu'il fait en compétition avec une bonne... il est totalement asymptomatique. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais nous, il y en a une qui nous a quand même interpellés. C'est qu'est-ce qui s'est passé quand il a récupéré une conduction AV après qu'on l'ait mis sous C3G, où on se disait que bingo, c'était le Lyme. Et en fait, donc on a demandé aux infectiologues qui nous ont dit que ça arrivait effectivement. Et en fait, certains antibiotiques ont des propriétés immunomodulatrices, c'est-à-dire et qui peuvent aussi expliquer les améliorations cliniques quand on les met sous ce traitement. Et donc c'est probablement du fait des propriétés immunomodulatrices de la céphalosporine qui a eu une action comme anti-inflammatoire, qui a fait régresser en fait transitoirement le BAV complet qu'on avait initialement mis en évidence. Voilà, si vous avez d'autres questions. Et surtout, moi j'ai une question pour vous, parce qu'on parle beaucoup du Lyme. Enfin, nous, on est dans une région où on commence à en avoir pas mal. On a très peu, c'est exceptionnel qu'on ait des troubles conductifs sur des Lyme. On espérait en avoir un, et ben non, le manque de peau, c'était une sarcoïdose.
Voilà. Merci pour votre attention.